C'est un nouvelle dans tous les cas. On comprend votre bon numéro. Alors, avec vous, on prend le journal Cameroun Tribune. Cameroun Tribune qui parle des préfectorales. Paul Biya qui redistribue les cartes. Et on parle des cartes des cœurs du président de la République, signé vendredi, portent respectivement nomination des secrétaires généraux des services de gouverneur, d'inspecteurs et bien sûr des services régionaux de préfet, de sous-préfet. Et on propose justement l'intégralité dans les colonnes du journal Cameroun Tribune. Alors, l'interrogation posée par plusieurs observateurs politiques, c'est aujourd'hui le rôle de ces préfets quand on sait qu'au niveau on a les conseillers régionaux et les présidents des régions. Se passer cette cohabitation entre ces différents administrateurs? Ça se passait comme d'habitude, c'est-à-dire que les préfets vont vouloir jouer le rôle des élus. Parce que c'est vrai qu'on en discutera tout à l'heure. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées prévoit la tutelle des préfets sur les mairies et des gouverneurs sur les conseils de région. Sauf que dans cette tutelle, il est question d'apprécier la légalité des actions posées par les élus locaux et non l'opportunité. Or, malheureusement, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que de temps en temps, ces derniers vont au-delà des prérogatives qui sont les leurs. Maintenant, il faut aussi noter que c'est l'occasion pour M. Biya, qui a fait l'oméga, de rebattre les cartes dans son camp, parce que ne faut pas oublier que c'est aussi l'occasion pour eux de manger un peu. Malheureusement, on est dans un système où c'est du mapatisme et l'édition. MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Depuis bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Correct. Bonjour Priscille, bonjour et bien de personnes sur ce jour. Et un bonjour particulier au détenu du MRC qui se joue encore actuellement avec tout le foot, particulièrement à un moment à Thérèse et à Obassi Pierre qui est le communal de Saint-Moulin qui alors un jour est encore enchaîné quand nous interrogeons comment une personne peut être enchaîné comme avec des chaînes. Vous avez des preuves de vos déclarations? Plusieurs cas sont rendus sur place et d'ailleurs nous invitons dans les médias des destinataires à se rendre au bout de fou et de vérifier cela. C'est-à-dire qu'on a encore des prisonniers qui sont enchaînés parce que le communal de Saint-Moulin, le département du Djalobo et que le RDPC ne souhaite pas qu'un parti de l'opposition puisse s'y installer, puisqu'il est là-bas écrit aussi celui-là qui a donné le siège du MRC. C'est le Rassemblement démocratique pour le Cameroun qui nous dit c'est purement politique. Ce monsieur, là où le MRC siège là-bas, c'est son domicile qui a gratuitement offert au parti, donc il paye tous ces militaires-là. Il est en Chine, alors je vous pardonne. C'est un appel lancé aux organisations de droits de l'homme de se rendre au de fou, de vérifier cette information-là. Excusez-moi d'être Alors, on a vu la depuis on va prendre le journal Tribune d'Afrique. Tribune d'Afrique nous parle de tentative de coup d'État en République centrafricaine. Et on revient avec le G5+, qui se prononce. Le journal décide de titrer sur cette affaire cette semaine et nous parle de prendre position des partenaires internationaux de la Centrafrique réunis dans le G5 appelle François Bozizé et le groupe armé engagé justement dans l'offensive en cours dans le pays de déposer les armes. Oui, mais ce qui se passe en France-Afrique, c'est bien les accords hérités de la création qui sont mis en cause. C'est-à-dire que j'ai vu, par exemple, ici au Cameroun, où les gens disaient que le 26 décembre, devait signer la fin des accords bilatéraux signés entre le Cameroun et la France. Je tiens juste à rappeler que ces accords de partenariat militaire ont été reconduits par le Cameroun en 2009 et par l'Assemblée française le 4 avril 2011. Donc, il savait donc ce qui se passe en Centrafrique, c'est l'ingérence française, ce sont les colons qui sont là-bas et qui sont en train de faire pour qu'il y ait pas cette stabilité qu'à la France, la RCA, avec leur nouveau président, ils sont dans une voie de démocratisation. Et quand on voit quelqu'un qui a été président avant, parlant de Bozizé, qui revient en force, qui entre au pays, qui se procure des armes, lorsque nous savons que le seul fournisseur d'armes, d'un moment, en Centrafrique, quand on lit cet accord, c'est uniquement la France. Alors on se dit, comment est-ce que ce pays, ou bien ces personnes-là, ces belligérants font-ils pour être armés, quand on se rend compte que le Cameroun, les armes qui sont utilisées au Cameroun sont en marché fournies par la France, au Tchad par la France, au Gabon par la France, au Congo par la France, en bref, tous les pays qui entourent la Centrafrique, c'est la France qui les a. Alors comment est-ce que Bozizé a fait pour avoir ces armes-là et se mettre à attaquer un régime démocratique comme celui
du président centrafricain. Donc nous espérons que la FAC, la force africaine en attente, l'Union africaine va être activée et qu'on va pouvoir résoudre cette crise. Car il n'est pas admissible qu'au XXIe siècle, au XXe siècle, nous soyons en train de subir ce genre de c'est presque une spirale en République centrafricaine. Chaque fois qu'il y a des élections, on voit quand même une guerre qui éclate. C'est quand même étonnant de voir un président qui est parti revenir et pouvoir se procurer des armes. Et remarquez toujours que cela se produit au moment où il y a un semblant de stabilité politique. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a des élections qui approchent en Centrafrique, à chaque fois qu'on a un semblant de stabilité politique qui veut se souper là-bas, tout de suite, vous avez qui vont naître du jour au lendemain et qui vont venir déstabiliser et renvoyer encore à d'autres hypothèses de gouvernement de transition. Donc, nous aurions aimé que la France déjà puisse véritablement répondre de ce qui se passe en Centrafrique. Je dis, je réitère, les accords d'armement de la Centrafrique, c'est la France qui est le principal fournisseur d'armes là-bas. Vous disiez que ce qu'il fait, tous ces réalistes, tous ces groupes de rebelles, afin d'attaquer le pouvoir centrafricain. Et c'est aussi urgent que les pays africains puissent vraiment accorder une assistance militaire à la Centrafrique, parce qu'il faut dire que la MONUSCA, toutes ces forces qui sont stationnées là-bas, ne sont pas assez bien équipées, ne sont pas assez bien financées. Il faudrait donc que les pays africains, et que la Centrafrique aussi, pense à revoir son contingent militaire, parce que la Centrafrique a moins de 10 000 soldats. C'est ça la réalité qu'on dit aux gens. Donc moins de 10 000 soldats formés qui sont en Centrafrique, qui sont des Centrafricains. Peut-être que les pays africains devraient aider la Centrafrique à accroître leur capacité militaire, à avoir même de 10 000 à 20 25 000 soldats africains qui puissent véritablement assurer l'intégrité territoriale de la Centrafrique et éviter ce genre de scénario d'assistance. Merci Agnès Guépi, merci pour votre introduction. On va prendre, on réserve le meilleur pour la fin, puisque nous avons une dame sur ce plateau. La deuxième, moi je suis la modératrice, je ne me compte pas. Alors, Ndiop Popa, vous êtes représentant du PCN. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Politiquement Incorrect. Bonjour Priscilla, merci. C'est votre première avec moi. Exactement, c'est la première. Bienvenue sur le plateau. Merci, l'accueil est chaleureux. Les hommes vous laisseront parler sur le plateau. Je l'espère aussi. Parce que moi, je ne parle pas beaucoup. Je parle pas beaucoup, donc j'espère qu'ils vont... On va vous battre. Il ne faudrait pas jouer la tête. Alors, Okay. avec vous, on va prendre le journal des Singan. Et Singan qui nous parle de la route Bobo, Pousse et le mine TP qui pistonne Surubat pour un marché de 50 milliards de francs CFA. Le journal fait savoir que malgré un avis défavorable de la Commission centrale de contrôle des marchés des travaux routiers, le maître d'ouvrage lui est bien décidé à attribuer le contrat à l'entreprise tunisienne qui aurait dû être disqualifiée pour avoir présenté un CV imaginaire. On revient encore avec le même tracas des marchés publics. On parle justement des rapports et des rapports entre ceux qui donnent des marchés et ceux qui reçoivent. On parle de copinage, des pots de vin, corruption au sein même de la transmission de ces marchés publics au Cameroun. Vraiment, on a l'impression que dans notre pays, les gens aiment bien créer des problèmes pour pouvoir les résoudre après. Et après sortir comme des héros et dire, on a résolu ce problème aujourd'hui, donc voilà. On attend une main spéciale qui va venir, un peu du chef de l'État, qui va venir régler le problème et après on va dire, youpi, on a réussi, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, on se rend compte que c'est une habitude, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont de sélectionner toujours des entreprises qui ont des histoires douteuses ou un historique douteux. Donc, eux seuls connaissent réellement les aboutissements et tout. Et après, on va nous sortir des réunions de commission, de suivi, d'évaluation de ceci. Et après, on va vous dire, voilà, finalement, le ministre a tapé du poing sur la table pour la réalisation de l'activité. Alors qu'au départ, vous aviez une entreprise qui vous a déjà clairement démontré qu'elle n'avait pas d'historique, elle n'avait rien. Et pourtant, on a des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves. Mais pourquoi? Une expérience, qui a un CV. Donc, c'est vraiment des scénarios qui sont toujours montés. Je pense que d'ici peu, on aura encore une histoire rocambolesque qui va sortir dessus. Alors, parlons justement de ces commissions dans la passation des marchés publics au Cameroun. Est-ce que cela peut être la cause de la lenteur des travaux, de la cause même de l'état de route? On a vu, je vous en parlais tout à l'heure au début de l'émission, Ripinlap, cet accident. Et justement, on a le document sur place. On parle justement des familles décédées, environ une cinquantaine de personnes décédées ce jour sur l'axe lourd ouest Yaoundé, avec justement cette collision entre camions et des bus. Comment comprendre cela? On parle des bus qui sont rentrés dans un coup d'eau, des camions, près de 50 morts. La liste justement des passagers qui ont emprunté ces deux bus sont publiés aujourd'hui, les familles qui sont sans voix. Est-ce que tout cela peut être la cause de ces rétrocommissions, passation de marché et autres à travers les routes du Cameroun? Vous savez, malheureusement, le gouvernement RDPC
a décidé de faire de la vie des Camerounais, de ne pas prendre la vie des Camerounais au sérieux. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui est fait dans ce sens. Maintenant, s'agissant des rétrocommissions, la corruption est, j'ai envie de dire, c'est l'ADN de fonctionnement du gouvernement RDPC. Quand vous prenez le budget de l'État du Cameroun, environ un tiers du budget, ce seront des rétrocommissions. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une Mercurial qui fait que le stylo que vous achetez au quartier à 100 francs, on vous vend à l'État à 1000 francs. Un ordinateur que vous achetez au quartier à 300 000, 400 000, on vend à l'État à 1 million, voire plus. Une salle de classe que vous pouvez construire à 1 million ou 2 millions, on facture ça à l'État à 8 millions. Donc, c'est juste pour faire comprendre qu'en réalité, justement, ces différents marchés, c'est l'occasion de distribuer l'argent du contribuable aux amis, aux copains, aux copines et garantir le fait qu'ils peuvent rester au pouvoir éternellement. Parce que sinon, comment comprendrez-vous que des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'électricité, qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école normalement, qui ne peuvent pas se soigner, qui ne peuvent pas se nourrir, votent la même personne depuis près de 38 ans, alors qu'ils n'ont accès à aucun service social de base. Il n'y a pas de routes, il n'y a rien. Mais seulement ils parviennent à voter justement pourquoi? Parce qu'il y a un petit groupe qui se sont accaparés des richesses du pays et ils se distribuent entre eux, ils s'organisent maintenant pendant les élections à aller acheter qui du riz, qui de la sardine, qui de je ne sais quoi, pour, entre guillemets, on a paupérisé le peuple pour continuer à rester au pouvoir. Alors, Dr Mbema, on parle d'un accident de la circulation avec un bilan lourd, 50 personnes décédées. Et selon nos reporters sur le terrain, on nous fait savoir finalement que c'est un camion qui est entré en collision avec un bus de voyage. On ne va pas citer l'agence en question, mais si vous voulez, Avenir Voyage, entraînant le 10 bus vers un cours d'eau et quelques instants après, le second bus de la même société en provenance de la ville de Fumban, pour Yaoundé, a voulu éviter la foule de personnes venir aider les accidentés. Collision entre camion et les deux bus, 50 morts sur le carreau. Mais ce qu'on fait savoir, c'est que finalement aucune signalisation n'était faite pour avertir un éventuel danger, aucune signalisation aussi sur la route. Comment comprendre cet état de choses quand on s'achemine finalement vers un développement, quand on s'achemine vers le bout du tunnel comme on le dit, et qu'on se retrouve en train d'avoir des accidents et la principale cause est justement le manque de signalisation sur les axes routiers à travers le pays? Je dis d'abord toute ma compassion et mes condoléances aux familles qui sont durement éprouvées. Et c'est un accident. Maintenant, les causes, je ne sais pas si c'est de ça qu'il est question qu'on en parle ici. Personne n'est sur le terrain. Un accident, c'est un accident. Vous savez, les routes n'ont pas changé seulement aujourd'hui. Nous avons dit à un médecin qui a parlé, la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons. On parle de la qualité des routes. Je vous prends un exemple seulement dans la ville de Douala. Prenons le tronçon école publique, Bouna Moussa dit, il y a environ 3 chantiers qui sont abandonnés. Les routes sont totalement détruites, il n'y a pas de chantier, le nid de poule on n'en compte même pas. Tout ceci facilite les accidents de route sur nos axes routiers. On ne peut pas dire que forcément c'est la route qui tue. L'entretien, les panneaux de signalisation comptent énormément parce qu'il y a des vies humaines qui sont en jeu. Maintenant, en fait, quand vous voulez que je justifie, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Vous dites qu'il y a un chantier qui est ouvert, qui est donné à quelqu'un. Donc, il y a une entreprise qui est sur le terrain. Vous n'allez pas mettre tout sur le dos du RDPC. Je réponds pour le RDPC. Je parle plus de la RDPC. Tout à fait. Vous êtes, parce que, oui, vous êtes un de mes panélistes, je vous pose la question. Tout à fait. Je vous demande aussi de savoir, la faute est à qui? Vous me répondez. Aux Camerounais. Si vous voulez. Parce que nous avons demandé que les entreprises camerounaises gagnent les marchés, n'est-ce pas? Ce sont ces entreprises qui ont le marché maintenant abandonné. Il est question de ça. Donc vous me dites une chose de son contraire au même moment. Bon, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Quand on donne le travail, les marchés aux expatriés, on dit non, il faut donner, il faut faire vivre les entreprises camerounaises. Donc c'est la faute des entreprises qui construisent et qui n'entretiennent pas les routes. Vous parlez de signalisation, qui a un chantier qui est en train de faire, qui doit venir faire la signalisation? Non, je ne veux pas de signalisation au niveau de l'axe routier où il y a eu l'accident. Mais je parle aussi de l'état de route à travers le pays. Non, peut-être on se comprend pas. Reposer un peu votre question parce que là, on est en train de vouloir s'emballer un peu partout. Monsieur, je vous ai entendu dire que quand le deuxième bus arrive, il trouve qu'il n'y a pas de signalisation, que les gens sont en train de secourir les autres, mais qui n'ont pas signalé avant. Et c'est ça qui a causé le deuxième accident. Alors c'est qui? C'est parce que ceux qui sont en train de travailler pour sauver les autres, c'est eux qui n'ont pas pensé à mettre la signalisation. Je pense que nous sommes là sur le feu de l'action.
lieu de commencer déjà à chercher à qui la faute, Bon, ceux qui sont venus faire sauver ceux qui étaient des accidentés, ce n'est pas déjà une mauvaise chose. Mais ils n'ont pas seulement pensé à mettre la signalisation pour dire que, attention, devant il y a quelque chose. On ne va pas mettre la signalisation, vous n'allez pas demander au ministère de transport de mettre la signalisation, là il n'y a pas de problème. Il y a un problème parce que là c'est un problème ponctuel. Il y a situation parce qu'il vient de avoir un accident. Mais les autres sont passés, il n'y avait pas d'accident. Mais c'est quand, dès la ponctualité qu'il y a eu l'accident, c'est en ce moment qu'il y a un problème. Et maintenant on a trouvé la solution de ne pas, peut-être comme vous le dites, on n'a pas mis la signalisation pour dire attention, devant il y a une situation, il faut rouler à moins de vitesse. Et que le deuxième bus soit venu sans le savoir, en pleine vitesse, et il s'est retrouvé dedans. Moi je ne peux pas, ça c'est selon ce que vous m'aviez expliqué, moi je ne suis pas là-bas, je n'ai pas vu ça, je ne suis même pas encore très bien informé de cela. Donc quand vous me demandez de parler d'une situation, je vous ai seulement dit, parce que je vous ai entendu descendre vers l'accusation de mon parti. C'est pour cela que je voulais lever le kilo, dire que ce n'est pas encore l'autre là, ce n'est pas le RDPC. Voilà. Non, je voulais seulement qu'on sache que l'autre là, ce n'est pas le RDPC. Monsieur Memba, je vous en prie. Sur ce plateau, je pose des questions, je fais des orientations. Je ne suis pas là pour me... Mais moi-même, je réponds aussi. Je suis là pour quelqu'un. Je ne fais pas un procès d'intention, je ne fais pas un procès d'intention. Tout à fait. On s'est entendu. Monsieur Memba, je vous en prie, j'ai la parole. Vous avez parlé, je vous ai écouté tout à l'heure. Je vous donne la parole, je peux vous la retirer. Je ne fais pas un procès d'intention au RDPC, ni au Rassemblement démocratique peuple camerounais. Ici, ce plateau, vous êtes le représentant du Rassemblement démocratique peuple camerounais. Je vous pose des questions, vous répondez. Quitte à vous de défendre ou pas votre parti politique. Merci pour votre réaction. Alors, Alain Zgepi, on parle justement de cet accident de la circulation qui a causé près de 50 morts. Alors, comment comprendre justement les accidents de circulation répétitifs sur les axes routiers, alors que justement il y a quand même des campagnes de sensibilisation qui sont faites, respecter la prévention routière, mais juste là, ils sont là pour prendre l'argent. Aucun, je vous en prie, monsieur Memba, monsieur Eric Pénap, on ne respecte rien sur le terrain. Les accidents sont toujours en train d'être enregistrés à travers le terrain national. Oui, vous avez vu le jeune. Là, je pense que le RDPC a eu la peine. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est question du RDPC. C'est ce que je voulais qu'on évite. Le RDPC n'a rien à voir avec cet accident. Là, d'être hors sujet, c'est leur point fort. C'est même si on est capable de défendre leur projet de société. Le projet, c'est de faire les accidents, de causer les accidents. Monsieur Ngepi, soyons quand même un peu honnêtes. Qu'est-ce que vous voulez dire de là? Vous voulez dire quoi là? Le projet du RDPC, c'est de créer les accidents. Bien sûr. Mais faites attention. Faites attention. Vous êtes entré ici avec un discours, moi je vous ai laissé parler, hein, parce que vous êtes devenu aussi un geôlier qui sait ce qui se passe dans les geôles en ce moment, à tout moment. Hein, on vous laisse parler. Mais ce n'est pas déjà qu'il est question. On vous a posé une question pour aller de l'accident. Laissez le RDPC tranquille. Allez-y, permettez qu'il réponde. Nous, on a gagné les élections. Nous sommes en train de savourer nos élections. Vous nous amenez toujours dans les vieux disques rayés et tout et tout. On est fatigué. On est fatigué, on passe à autre chose. Monsieur, voilà. Je vous en prie. Mais dites-lui, il a le RDPC dans ce discours. En plus que le RDPC soit hors sujet, la barbarie, les séquelles fait partie de leur vocabulaire. Ceci étant dit. Toi, tu n'en as pas un vocabulaire, hein. Je pense que tu n'en as pas un. C'est les gens qui te lisent et qui t'écoutent complètement. Non, ceci étant dit, gouverner c'est prévoir. Gouverner c'est prévoir. Quand on gère un État, quand on vous allez gouverner. Monsieur, mais permettez au moins qu'il réponde à la question. Oui, il a déjà répondu. Je demande seulement quand est-ce qu'ils vont gouverner. Mais vous êtes en train d'interrompre. Non. Vous me laissez. Je le relançais seulement. Non, c'est moi qui relançais, pas vous. Okay. Allez-y, monsieur. Donc, gouverner c'est prévoir. Et quand on est supposé être en fait dans un État comme le Cameroun et qu'il y a un accident comme celui qui a eu ce matin, alors la première chose qu'il faut s'incliner face à ces personnes qui ont perdu des vies, et nous, au MS, nous inclinons face à ces milliers de Camerounais qui perdent leur vie chaque mois, chaque année sur nos autoroutes, et ça c'est inadmissible. Hein. J'ai aimé le document de mon compagnon du SDF, car ici, il faudrait qu'on se le dise, hein, la route tue, hein, la route tue. Il faut qu'on retire ces vieux disques-là que la route tue, pas la route tue. On devrait parler en fait de la gouvernance, on devrait parler de l'infrastructure routière. Ici, au Cameroun, il y a absence
réel sur la mise en place d'une infrastructure routière qui devrait satisfaire aux normes exigées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que de la Yaoundé en 2 jours, on soit encore en train de rouler sur une route une fois une voie aller, une voie retour, alors qu'on devrait être dans une autoroute de 3 fois 2 ou bien consort. Donc l'état routier, l'état de nos routes, surtout du côté de l'ouest Cameroun, entre Douala Yaoundé et Piteux, c'est-à-dire qu'il est très facile d'avoir un accident. Il serait donc urgent qu'il y ait des véritables politiques d'assainissement, qu'il y ait des véritables politiques qui permettraient d'investir sur l'infrastructure routière au Cameroun. En plus de l'infrastructure routière qui est piteuse, nous avons aussi la gestion des routes. Hein, parce que quand on parle de panneaux d'utilisation, quand on parle de péage, tout cela entre dans la gestion des routes. Quand par exemple il y a eu cet accident et que les gens sont regroupés pour secourir qu'il y a qu'une autre personne qui vient, parce qu'en fait il y avait une mauvaise gestion à ce niveau-là sur les risques qui pouvaient survenir à ce moment-là. Donc on a une mauvaise gestion sur nos routes et hormis cela, on a le parc automobile qui est défectueux, parce que le parc automobile camerounais, quand on voit ces camions, ces engins à tombeau ouvert qui roulent, qui ont toujours l'assurance, qui ont la carte grise, mais véritablement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vraiment mis à jour, parce que vous avez encore des véhicules de 30 ans d'âge qui circulent au Cameroun. Donc finalement, c'est la faute à tout le monde. Non, oui, vous avez des véhicules de 30 ans d'âge qui circulent au Cameroun, alors que, en principe, la réglementation devrait limiter au maximum à 10 voire 15 ans d'âge. On a 30 ans d'âge avec plusieurs États qui font en plus le transport en commun. Et il faut aussi dire que dans tout cela, c'est parce qu'il y a aussi une absence réelle d'une politique qui devrait permettre de développer le transport en commun. Car une ville comme Douala Yaoundé, Bafoussam, Yaoundé, sur des consorts, on aurait pu mettre sur pied des tramways, c'est-à-dire qu'amener les populations à plus voyager par ces réseaux qui sont plus ou moins sécurisés que les voies routières mobiles que les gens empruntent au quotidien. Et quand on dit la faute à qui? La faute ici revient essentiellement au gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui implémente des politiques d'infrastructures routières. Et j'ai suivi celui du RDPC nous faire comprendre que c'est la faute des Camerounais parce qu'on donne des marchés aux Camerounais. Faut quand même. Parce qu'on donne des marchés aux Camerounais. Permettez-moi. Non, vous dites c'est lui. Oui, c'est pas grave. Non, c'est grave. C'est grave. Il faut faire attention. Il faut qu'il soit poli. C'est lui. Je voudrais donc faire comprendre. Quand M. Mbema voudrait nous faire comprendre que les routes que l'infrastructure routière, leur mise en œuvre, leur construction est confiée dans l'entreprise camerounaise, je dis c'est faux. C'est faux parce que quand vous allez sur la route, l'autoroute qui est Douala Yaoundé, l'autoroute, c'est une entreprise chinoise qui la réalise. Ce n'est pas une entreprise camerounaise. Et ils ont fait 60 km en 6 ans. L'exemple que vous avez pris tout à l'heure. Ce n'est pas une entreprise camerounaise. Quand il a fallu aménager tous ces bus-là au niveau de Douala Yaoundé, je voudrais que vous lancez que c'est ce n'est pas non plus une entreprise camerounaise qui a fait. La seule entreprise camerounaise qui était présente, c'était Roudaf. Et Roudaf, qui est une entreprise à droit camerounais, a réussi à réaliser ce qu'il devait faire. Donc, Kribi et Bolova, c'est toujours une entreprise étrangère. Donc, toutes les infrastructures routières sont gérées par des entreprises étrangères. Donc, on ne va pas venir ici à faire croire aux Camerounais que le Cameroun n'a pas d'expertise. Les entreprises camerounaises ont l'expertise. Ils peuvent bien construire des routes à bon résultat. C'est juste que la malgouvernance que le RDPC a mis sur pied ne permet pas qu'on puisse véritablement faire cela. Et parlant des panneaux d'utilisation, cela entre dans la politique de construire des routes. On ne construit pas la route et après on vient mettre des panneaux 5 ans plus tard. Non. Au moment où on réalise les voies routières, en même temps, on met les panneaux de destination et tout ce qui va avec. Voilà, on va prendre le premier sujet à débat de cette émission en parlant justement de cette élection régionale qui a eu lieu avec ce parachèvement de la décentralisation effective dont l'élection des présidents des régions s'est tenue en début du week-end. Alors, je vais commencer par vous, Dr Mbema. Commencez toujours par moi, je vais toujours prendre.
Vous ne voulez pas la première place? Non, vous faites comme vous voulez. S'il ne souhaite pas parler, moi je veux parler. C'est dans plein, il ne voulait pas voir le maillot jaune. Oui, tu peux parler à la fin. Je l'ai eu depuis. Je vais donc commencer par vous. Docteur Mema, je maintiens ce que j'ai dit. Je commence par vous. Et parlons justement de cette élection régionale. Je voudrais qu'on parle de l'élection des conseillers régionaux qui concerne finalement le parachèvement de la décentralisation au Cameroun. Et la question que je vous pose, dans notre pays, pensez-vous que cette dernière étape est une réussite organisationnelle, mais surtout ou malgré le climat de tension qui a fait preuve pendant cette élection-là du 6 décembre 2020? Merci de me donner la parole sur ce point, parce que il est ici pour moi l'occasion de remercier tous les organisateurs de ce scrutin qui a pu avoir lieu et très bien sans souci. Nous remercions aussi Elekam qui a joué son rôle. Nous remercions l'administration territoriale. Nous remercions, nous ne pourrons pas ne pas remercier la grande équipe de notre parti, mon parti, le RDPC, qui a su faire le choix des siens et qu'il a présenté pour le vote et ce qui s'est passé sans anicroche. Et maintenant, nous applaudissons ceux qui ont été choisis et nous leur disons, il est temps de se mettre au travail. Je pense qu'ils ont chacun, le chef de l'État en signant l'arrêté, le décret, vous l'avez pas il y a remercié. quelques jours. J'ai commencé à remercier le chef d'État depuis. Et chaque mois, je remercie le chef d'État, si vous voulez. Et je suis content que vous pensiez que c'est vous. Non, c'est le chef de l'État du Cameroun. Sauf si vous n'êtes pas Camerounais. Non, répondez à ma question. Voilà. Non, c'est eux. Je réponds aussi à ceux qui me relancent. Je réponds aussi à ceux qui me relancent. Quand ils pensent que me relancer, moi je réponds, moi je n'ai pas de souci. Donc je disais que j'ai commencé par remercier le chef de l'État, qui est le chef de l'État pour tout le monde le sait. Voilà. Et là, ce n'est plus le débat. Aujourd'hui, nous disons merci aux nouveaux présidents régionaux. C'est à eux maintenant d'implémenter. Nous avons sollicité que le développement soit proche des populations. Et ça en est fait. Le chef de l'État l'avait promis et ça en est fait. Et nous estimons que nous allons aller maintenant, que les populations vont prendre en main leur développement. Parce qu'il est question de ça, que les populations s'imprègnent, que les populations disent ce dont ils ont besoin, que les populations veillent aux, comme nous avons dit, des chantiers abandonnés. Il est temps maintenant que les populations vont revendiquer. L'une des principales promesses du président du littoral, c'était la construction des routes dans tous les arrondissements. Oui, je pense c'est un monsieur qui a vécu dans cette galère. Donc quand il parle, vous avez compris qu'il a parlé premièrement des routes, parce que pour aller même chez lui, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il sort de la pleine forêt. Et je pense que le choix du chef de l'État a été très bien, de mon côté dans le littoral, ça a été un très bon choix, parce qu'il a pris quelqu'un de la forêt, à lui maintenant d'implémenter le développement. C'est le chef de l'État qui l'a choisi ou c'était une élection? Mais vous faites comme si vous ne savez pas. On est investi par qui? Par quoi? Ces gens font partie d'un parti politique qui a ses us et coutumes. Ici, on est passé dans l'investiture. Et qui fait l'investiture? C'est le parti, par l'intermédiaire de qui? Chef de l'État, du président de notre parti, qui est en ce moment aussi chef de l'État. Donc, il a choisi des gens qui méritent d'être à cette place-là. Et nous pensons que pour le littoral, nous avons le bon choix. Nous avons quelqu'un qui est sur le terrain, quelqu'un qui connaît le terrain, quelqu'un qui avait les populations. Et nous allons pas tarder de le voir d'ici une centaine de jours, puisqu'il s'est mis au travail. En ce moment, il est en train de travailler. Il n'est pas en train de se balader en ce moment, parce que je sors de là-bas. D'accord. Alors, Diop Poupa, parlons justement de ces élections régionales. Le PCN était engagé d'ailleurs. PCN, malheureux, perdon, on va le dire ainsi. Mais quand même, sur le plan organisationnel, est-ce que vous pouvez dire que c'est une véritable réussite? On a quand même vu la sortie du maire, l'adjoint au maire, de la 5e, qui est revenu sur l'organisation de cette élection, la conduite, même le déroulement, qui a tenu des propos, on ne va pas revenir sur ces propos. Est-ce que vous, au PCN, vous pensez que ça a été une réussite, cette première étape du parachèvement de la décentralisation?
Alors, lors de ces élections, justement, on a fait une contre-performance en deçà de ce que l'on espérait. Ça, c'est clair. Même si aujourd'hui, il y a certains éléments qui peuvent nous permettre d'être satisfaits. On a pu convaincre certains conseillers municipaux dans d'autres localités où on n'en avait pas. Donc, on garde de cette élection quand même un souvenir mitigé. Si c'est... Maintenant, dans l'organisation, vous avez vous-même constaté que nous n'avons pas fait de recours. Parce que nous avons estimé justement que nous avons été battus à la régulière. Et je crois que c'est aussi ça, l'idée qu'on doit commencer à intégrer dans la façon de faire la politique au Cameroun. Il est clair qu'il faut qu'on conteste, qu'on soit dans la contestation logique, quand c'est logique. Mais lorsqu'on estime justement qu'on était battu à la régulière, il faut aussi avoir le cran et l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Voilà. Maintenant, on connaît tous les manœuvres qui sont les leurs, mais il faut aussi grandir un peu. Donc, maintenant, on a aujourd'hui des acteurs qui ont été élus. Bon. Lui-même, il a dit, le représentant du RDPC l'a souligné tout à l'heure, que choisi par le président de la République. Cela signifie que les politiques qui vont être pensées, qui vont être réalisées, seront simplement la continuité de ce qui existe déjà. Donc si, en 38 ans, on n'a pas réalisé grand-chose, je ne crois pas que de belles paroles annoncées quand on vient d'être élu vont changer. Vous-même, vous voyez comment Dr Bema est très joyeux, très content, on sent bien qu'il est un peu avancé, mais c'est vraiment cette logique-là de vouloir... C'est normal, c'est logique. Que nous allons aboutir. Je n'ai pas coupé. Si vous l'interrompez. Je l'ai lancé. Oui, allez-y. Il aime bien les relances, on le sait très bien. Allez-y. Donc, on sait de façon systématique que puisque ça sera une continuité, on ne va fondamentalement pas ressentir ou percevoir un changement réel, surtout qu'on nous a encore fait une entourloupe à l'Assemblée nationale où on nous dit un 18% de la dotation générale sera réservée aux collectivités territoriales décentralisées. Bon, là encore, ça reste à prouver parce que c'est toujours avec des contrôles. Donc, fondamentalement, on n'aura pas un changement, sauf les acteurs. Mais qu'à cela ne tienne, il y a quand même quelque chose qu'il faut pouvoir avoir un peu d'espoir. C'est le statut spécial dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je crois qu'aujourd'hui, on peut, en tout cas, le souhaiter, que ce statut spécial va permettre justement que les personnes, notamment la communauté anglophone du Cameroun, puissent elles-mêmes gérer cette crise, parce qu'on se rend bien compte que aujourd'hui c'est les anglophones qui tuent d'autres anglophones. La crise a changé et peut-être qu'il est temps que des anglophones eux-mêmes prennent en compte et se mettent ensemble et discutent. Peut-être c'est aussi l'opportunité qu'offre ce statut spécial. Notamment, on a encore vu le décret du président de la République qui a mis en branle, qui a lancé le processus de conciliation, bon, on parle de médiateur, mais de conciliateur beaucoup plus, qui va justement permettre la matérialité. On l'espère maintenant, il faudra que les citoyens vraiment mettent, comment je dirais cela, essayer d'accompagner l'État dans ces actions-là. Pas simplement accompagner, mais puissent vraiment vérifier la véracité et l'impact de l'action sur eux. Parce qu'on sait très bien que on le prend, on a le tribunal administratif qui a souvent tendance à donner des jugements et on a des administrations qui ne les appliquent pas. Qu'est-ce qui nous fait croire donc que le conciliateur qui a lui été pensé aujourd'hui va justement mettre sur pied des solutions et ces solutions vont directement être appliquées par ces administrations-là. Donc il y a encore des choses qu'il va falloir exercer, mais il faut que ces choses soient implémentées pour justement qu'on puisse les contester ou bien voir les limites en réalité de ces dispositions. D'accord. Alors, vous, Eric Pilab, du SDF, vous avez boycotté cette élection régionale du 6 décembre 2020. Est-ce que les partis politiques qui ont boycotté ce scrutin doivent-ils s'en vouloir d'avoir refusé de participer à une élection pareille qui va changer les choses, notamment on parle de la décentralisation qui va être effectuée sur le terrain, et vous l'avez vu, le statut spécial va être effectué dans les régions du nord et sud-est Cameroun. Est-ce qu'au SDF, on regrette d'avoir boycotté l'élection régionale? La toute première. Non, madame, nous ne regrettons pas déjà que le SDF prône le fédéralisme. Aller au régional aurait été une absurdité. Maintenant, à côté de ça, il y a les raisons sécuritaires. Je tiens à vous dire, et j'étais au dernier NEC qui a eu lieu à Yaoundé,
j'ai rencontré des personnes estropiées. C'était des candidats à l'élection du 9 février. J'ai rencontré des camarades qui ont passé 5 mois en brousse, en captivité. C'était des candidats à l'élection du 9 février. Or, justement, en allant aux élections du 9 février, on nous avait garanti un minimum de sécurité pour nos candidats. Il y a certains qui se sont fait fouetter. On a pris leur dossier, on a déchiré, on a pris leur caution, on a mangé. Je ne vais pas revenir dessus. Ce qui fait que lorsque nous avons dit que nous allons passer ces élections, nous avons posé le problème de la sécurité qui reste d'actualité dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Nous avons posé le problème des textes. C'est-à-dire que le cadre réglementaire qui doit organiser la décentralisation au Cameroun est incomplet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que M. Biya a signé le décret d'application pour la désignation du médiateur indépendant. Mais à côté de ça, il reste encore 31 décrets d'application à signer pour que la décentralisation, telle que pensée dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées, soit effective. Vous ne pouvez pas aller mettre sur pied les institutions alors que le cadre réglementaire n'est pas encore là. Ce serait attacher la charrue avant les bœufs. Donc, il est important que ce cadre réglementaire soit organisé pour que les uns et les autres puissent s'exprimer. En ce moment, ça va vous intéresser. Juste vous avez au sujet, en ce moment, ça va vous intéresser. Seigneur Jésus. Monsieur Bema, lorsque vous parlez, je ne vous coupe pas. Lorsque je ne vous coupe pas, ce n'est pas parce que je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est juste parce que je souhaite que les téléspectateurs qui nous regardent puissent écouter chacun et se faire leur choix, parce que c'est aux populations que je parle, c'est pas à vous. Non, je vous dis, c'est aux populations qui nous regardent que je parle, ce n'est pas à vous. Donc, ce que je disais, c'est que il était très content tout à l'heure, mais en réalité, il doit pleurer. Il doit pleurer parce que je félicite ceux qui ont été élus ou qui ont été désignés. Mais seulement, ce qu'il faut noter, c'est que ils sont désignés pour qu'on se moque d'eux dans 5 ans. Parce qu'en réalité, ils ne pourront rien faire. Comme je disais, le cadre législatif, il va falloir environ 1 an pour finaliser le cadre réglementaire. Il va falloir attendre 2 ans minimum pour qu'ils aient les ressources. Parce que si vous prenez le Code général des collectivités territoriales décentralisées, je crois qu'il y a l'article 387, si je ne me trompe pas, qui dit que les dispositions financières en termes de budget, en termes de lien, que c'est à partir du 1er janvier 2023 qu'ils deviennent obligatoires. Donc le fait qu'ils décident à l'Assemblée de consacrer 5% du budget alors que le Code général des collectivités territoriales décentralisées demande de consacrer 15% minimum du budget aux collectivités territoriales décentralisées, fait que vous aurez des personnes qui ont de belles idées, comme monsieur le président régional du littoral qui dit qu'il va goudronner toutes les routes départementales, ça entre dans leurs prérogatives, mais il n'aura pas l'argent pour le faire. C'est-à-dire que malgré la volonté, il n'aura pas l'argent pour le faire. Ça, c'est un élément. Donc, ce qui fait que, vu que l'argent n'est pas disponible pour pouvoir travailler, ils ne pourront pas, même s'ils ont les plus belles idées du monde, ils ne pourront pas travailler parce que les ressources ne sont pas disponibles. D'autres choses également, en parlant de ressources, quand on dit 5% c'est pour les collectivités territoriales décentralisées, les régions prennent quoi? Les communes prennent quoi? Il va falloir attendre un décret du Premier ministre pour répartir l'argent. Et c'est ce qui est fait généralement en mars. C'est-à-dire que où ils sont là, c'est à partir de mars qu'ils vont commencer à savoir quelles sommes d'argent leur sont allouées et pour faire quoi. Ça, c'est au moins pour les 5% qui restent là. C'est le Premier ministre qui va sortir un décret pour pouvoir repartir cet argent. Maintenant, l'autre chose, c'est que on parlait tout à l'heure de parachèvement de la décentralisation. C'est beau à entendre. Franchement, c'est très beau. Sauf que dans les faits, c'est aucun parachèvement. Les compétences ne sont pas transférées. Il ne faut pas faire comme si la décentralisation a commencé au Cameroun en 2020. Les premières lois sur la décentralisation au Cameroun, c'est 2004. Et dans ces lois, on avait déjà dit quelles sont les compétences des mairies, par exemple, sur l'éducation de base, sur la santé, je peux vous citer quelques... Maintenant, allez dans nos mairies. Combien de mairies construisent les écoles? Combien de mairies recrutent le personnel dans les écoles primaires? Combien de mairies recrutent le personnel dans les centres de santé? Il y a la question des femmes et des jeunes, notamment pour tout ce qui est MINFOP et tout ça. En principe, c'est les mairies qui doivent gérer ces compétences-là dans leurs différentes communes. Est-ce qu'on leur a transmis ces compétences? Non. Le tout, c'est pas de dire qu'on a les institutions de la décentralisation, mais il faut du contenu en termes de compétences réelles sur le terrain. Pour le moment, les compétences sont à Yaoundé et on annonce partout qu'on a fait la décentralisation. Si c'est la décentralisation, c'est pour avoir les maires, avoir les conseillers régionaux, c'est bien.
Mais seulement, il est question que le Camerounais lambda, dans sa vie quotidienne, sente que quelque chose a changé malheureusement pour les 5 prochaines années au moins. Pour les 5 prochaines années au moins, rien n'aura changé, tout simplement parce que toutes les personnes qui ont été élues n'auront pas le personnel. J'ai même oublié le personnel. Il faut encore attendre un décret du président de la République pour... c'est un décret, c'est l'article 22, M. Bema, si vous voulez vérifier après. Pour le personnel je vous ai pas de l'administration, tout ce que vous dites là, c'est le blanc là-bas. pour le personnel de l'administration locale, intéressant. il faut un décret d'application pour que ces institutions puissent avoir les personnes qui vont implémenter leur politique. Ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas la ressource humaine et ils n'ont même pas leurs compétences. Tu avais mon frère, toutes les déclarations que tu fais là, tu avais tu as dit que tu as sur la base. tu es en train d'attendre vous n'avez pas de fédération. Nous sommes attendez votre pas de fédération. Est-ce que tu es là? Je vous dis. Attends d'abord que le temps arrive, après tu leur dis que voilà. Docteur Bema, je vous en prie. Mais parce que vous ne voulez pas, il faut le recadrer, il n'est pas là-bas. Il ne peut pas faire un procès d'intention pour le laisser aller. Vous parlez il explique quoi le programme d'intention? Un procès d'intention. Monsieur Bema, allons-y. Je crois que lorsqu'on parle des 31 décrets d'application, ce sont des faits, ce n'est pas la théorie. On a besoin de 31 décrets d'application, vu que M. Biya a signé un l'autre jour. On a besoin de 31 décrets d'application pour l'implémentation de la décentralisation au Cameroun. On a besoin que M. Biya définisse le statut de l'administration locale pour qu'on puisse recruter les uns et les autres. Parce que vous n'allez pas recruter les gens sans qu'ils sachent quels sont leurs profils de carrière, ils vont travailler comment, ils vont travailler où. Et en plus, vous connaissez le siège de la région du littoral. Si vous connaissez, vous nous dites. Parce qu'il y a aussi cette question d'infrastructure. Je peux parler, là je peux parler. Il faudra définir le siège. Il faudra la siège sous-préfecture. Ok, merci. Voilà. Allez là-bas demain, vous allez rencontrer ceux qui travaillent. Okay, vous allez rencontrer le président régional. Merci. Il est là-bas vers le bureau. Merci. En attendant que tout se met en place. Il vous a répondu. Merci. Alors, Alex Guépi, je voudrais savoir quel effet ce processus que tu as à voir, parce qu'il y a 3 points. Le premier point, je voudrais avoir votre réponse sur la démocratie participative camerounaise. Écoutez, d'abord parlant de la démocratie participative camerounaise, ce serait intéressant parce que s'il y a remis en cause, quand déjà le président du RDPC sur le plateau nous fait comprendre que le président de la République, Paul Biya, a choisi le président du conseil régional. Par la suite, il a expliqué ce processus. Non, il n'a pas expliqué. Parce que dans une démocratie participative, il dit que je n'ai pas expliqué, vous laissez qui déroule. Il n'a pas expliqué. Non, dites-lui, on écoute. Quand il dit que je n'ai pas, vous lui dites que j'ai expliqué, il dit que je n'ai pas expliqué. Et après, vous allez répondre. Vous aurez votre temps de parole. Après, lui, non, il faut quand même, il y a quand même un modérateur ici qui doit révéler les gens sur les temps à interrompre tout le monde. Je n'ai pas interrompu. Non, si vous êtes en train de le faire. Vous êtes en train de le faire. Ok, allez-y. Vous aurez votre temps de parole. Vous allez parler. Non, ce n'est pas mon temps de parole. C'est avant le modérateur de dire qu'il a fait ceci. Vous n'allez pas m'apprendre à faire mon travail, docteur Mamba. Je vous en prie. Attendez le vôtre, vous allez parler. Allez-y, Alain Guépi. Donc, ce que je disais tantôt, c'est du comedy club qui sont en train de s'installer là, le LPC, et ça ne m'amuse pas du tout. Donc, pour être président du conseil régional, les tests sont là. Toute personne, tout ressortissant du littoral peut se porter candidat. C'est une volonté personnelle, c'est une initiative personnelle. Et c'est maintenant aux conseillers élus de choisir leur président. Dans votre parti, non? Ça, c'est votre parti. On vous dit ce qui se passe dans notre parti. Vous êtes dans un refus d'aller aux élections. Vous n'allez pas demander au DPC de faire comme vous voulez. Vous avez votre parti, nous avons le nôtre. Alors, nous avons nos manières de faire. Quel effet ce processus de décentralisation peut-il avoir sur la gestion de la décentralisation? Puisque vous voulez parler, je vous pose la question. Vous dites? Quel effet cette élection régionale, ce processus de décentralisation peut avoir sur la gestion de la décentralisation? Mais maintenant, là, nous allons voir comment le développement sera plus proche aux populations. Nous allons être imprégnés, tout le monde est imprégné. C'est ce que nous voulons. Nous n'allons plus attendre que, comme on disait, qu'il faut que Yaoundé décide. C'est nous qui allons décider, avec notre président régional et tous ceux qui sont impliqués, qui voudront bien s'impliquer dans le développement de leur région. Il est question maintenant que les populations s'imprègnent. C'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, quelqu'un ne veut pas venir nous dire comment est-ce que nous on doit faire pour que nous on élise les gens chez nous. Il faut que... on est en politique. On est en politique.
Les gens ont refusé d'aller aux élections. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ils peuvent venir faire, demander comment les gens doivent, ceux qui sont allés aux élections, comment ils doivent gérer leur cuisine interne. Moi, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas ça la question. Que les gens nous attendent, ceux qui ont dit qu'ils ne vont pas aux élections, qu'ils nous attendent. Le moment viendra dans 5 ans, ils vont nous demander le compte. C'est de ça qu'il est question. Personne n'a encore fait, rien n'a encore fait. On commence à dire ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela, ils n'ont pas cela. Que nous laisse travailler. Nous avons décidé d'aller travailler, qu'on nous laisse travailler et nous demander le compte le moment venu. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas venir ici, continuer à commencer à parler, au lieu de parler maintenant de cet impact. Les gens commencent à critiquer. On critique quoi? Il faut déjà poser une nation pour être critiqué. Les gens critiquent quoi là, dedans? Hein? Ils se perdent de partout, Vous me demandez que je laisse ça. Vous lui expliquez que non, voilà leur façon de faire. Il a expliqué comment ils font dans leur parti. Il te dit que je n'ai pas expliqué. Il parle du langage. Quel langage Nguepi va parler ici par rapport à moi? Bon, maintenant, sur les effets, je vous en prie, vous n'allez pas répondre à toutes ces réactions. Maintenant, sur les effets de la crise anglophone, la décentralisation, quel effet cela peut avoir sur la gestion de la crise anglophone dans les régions du nord et sud-est Cameroun? Madame, je tiens à dire que c'est un débat contradictoire. Il peut prendre les notes et me reprendre. Je vais souligner quelque chose. Vous avez parlé de démocratie participative. Hein? Et la démocratie a des règles. Et ça qui est question. Tous les partis politiques, toute institution camerounaise est soumise à ces règles-là. C'est-à-dire, tout ressortissant du littoral a le plein droit de se porter candidat à la tête du conseil régional. C'est à chaque conseiller d'élire le président du conseil. Ce n'est pas à un individu qui ne fait pas partie du jeu électoral de le faire. Ce sont les règles minimum, c'est le minimum en démocratie. Quand un représentant d'un parti politique vient nous faire comprendre que c'est le président de la République, de fait, le président du RDPC qui choisit, alors je ne sais pas si nous sommes encore en démocratie telle qu'il le vend tous les jours. Et d'ailleurs, cette évolution nous font comprendre que nous sommes dans un système totalitaire parce que M. Nema sur ce plateau voudrait contrer ma pensée, voudrait qu'Alex Nguepi dise des choses qui l'arrangent. Non, j'ai pas besoin. Au système totalitaire, on vous impose des éléments de langage. On vous dit, vous ne critiquez pas ceci, vous ne critiquez pas cela. Voici la ligne à suivre. Et c'est bel et bien ce que le LPC nous amène dans cette République en disant, vous devez vous exprimer de telle façon. C'est en dit, concernant la portée sur la crise anglophone, hein, je vais dire que nous avons décidé au MRC de ne pas prendre part à cette forfaiture qui a eu lieu le 6 décembre, parce que nous savons que cela ne devrait apporter aucun résultat pour le Camerounais. Aucun résultat. Le SDF nous a suivis dans cette lancée, nous lui félicitons. Il faudrait qu'on soit clair. C'est vous que le SDF a suivi. Le SDF est assis là, il fait oui aussi. Donc, nous parlons aux élections régionales. Aux élections régionales, nous avons suivi dans cette lancée. Nous avons déclaré pour longtemps qu'ils n'iront pas, ni qu'ils n'auront aucune élection dans le 20. Maintenant, il faudrait qu'on rappelle aux Camerounais de quelle question. Le Cameroun, depuis 1961, est un État fédéral, même si notre constitution avait été écrit par la France et qui n'était pas vraiment du fédéralisme dans son essence pure. En 1972, par une alchimie anticonstitutionnelle, le Cameroun est devenu un État unitaire déconcentré, on va dire comme ça, déconcentré. Je tiens donc à rappeler au peuple camerounais que la déconcentration est la forme la plus aboutie de la concentration. Parce qu'au départ, en 1972, quand Aïdjo, face qu'on est dans l'État unitaire, qu'on est dans l'État unitaire, disons l'État unitaire décentralisé, c'était la forme, mais dans les faits, il y avait une forte concentration du pouvoir aux mains du président de la République où toutes les décisions se prenaient à Yaoundé. M. Biapo, en 1982, lorsqu'il accède à la suprême, de manière illégale, illégitime et anticonstitutionnelle, parce qu'elle a été nommée par la France en 1982. Non, laissez-moi utiliser. Non, vous n'utilisez pas cette expression sur le plateau. Ok. Pas des voies non démocratiques, on peut s'accorder dessus. Lorsqu'il accède à la suprême, pas des voies non démocratiques en 1982. Monsieur Biapol. Tu avec quel âge? Quand tu parles de cette histoire, tu avec quel âge? Monsieur Biapol fait quelque chose de formidable. C'est que Monsieur Biapol réussit à passer de l'état concentré à l'état déconcentré.
C'est-à-dire que M. Biapo a accepté de donner une partie de ses pouvoirs aux administrateurs civils, aux sous-préfets, aux préfets, aux gouverneurs. Et ce qu'il a fait, c'est une bonne chose. Mais en 1996, lorsque le Cameroun décide donc de passer effectivement au système décentralisé, qu'ils ont masqué cela par des régions, hein, il faudrait donc dire que la décentralisation est la forme la plus aboutie de la déconcentration. Et par ce système-là, comme mon ami l'a dit tout à l'heure en 2004, qu'on a eu les premières lois sur la décentralisation, malheureusement, les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets ont continué à penser que le Cameroun était toujours dans un système déconcentré et ils ont carrément perverti la décentralisation mise sur pied par M. Biapol en 1996. Aujourd'hui, 24 ans plus tard, en 2020, on nous parle de la régionalisation. Je veux aussi rappeler que la régionalisation est la forme la plus aboutie de la décentralisation. En principe, dans un système régional, on ne devrait pas avoir un représentant de l'État, le gouverneur ne devrait pas exister. Dans un système régional, on ne devrait pas suivre un représentant d'un parti politique, dire que le chef de l'État choisit le président du conseil régional, parce qu'effectivement, la régionalisation, c'est un mode de gestion qui permet à chaque région de pouvoir s'administrer, surtout sur le plan économique, social, afin de donner des solutions qui permettront que le bien-être social puisse être acquis dans ces régions. Nous, MRC, sachant que le système régional ne peut pas être implémenté au Cameroun, vu notre sociologie camerounaise, c'est pas possible qu'on parle de relation camerounaise. Expliquez-moi un peu, ça veut dire quoi? S'il vous plaît. Vu la composition sociologique camerounaise, il serait difficile d'implémenter le système régional au Cameroun. Nous avons opté pour la forme d'État la plus aboutie, pour la forme d'État, pour les régions les plus abouties, qui est ici le fédéralisme en fait. Parce qu'en fait, le fédéralisme échappe à toute cette gangrène étatique, au contrôle de l'État central. Le fédéralisme permet que les entités qui sont les régions ou les États fédérés puissent effectivement s'administrer sans le contrôle de l'administration centrale. C'est-à-dire que le gouverneur ou bien le président de région élu est le chef de la police locale, il est le chef des ressources financières locales, il administre la région et rend compte directement à l'électorat, à ceux qui lui choisissent. Donc, quand le RDPC a décidé d'amener les Camerounais vers cette forme d'État unitaire, décentralisé et régional hybride, il faudrait dire que ce n'est pas des solutions, cela ne fait pas partie des solutions que le peuple anglophone attend, parce que le peuple anglophone, depuis la All Anglophone Conference de 92-93, ils ont demandé le système fédéral. On ne peut pas venir ici sur ce plateau, faire sous d'oreille, croire que le système régional va apporter des solutions. D'ailleurs, nous sommes contents qu'il y a plusieurs partis politiques qui ont rejoint les positions de SDF, dont nous avons aussi rejoint les positions qui, en parlant de fédéralisme, de PCN, même si il faudrait se concentrer sur le mode de fédéralisme qu'il faudrait apporter au peuple camerounais. Mais qu'on ne se trompe pas, cette mascarade-là, que le RDPC veut imposer au peuple camerounais en parlant des régions. Tout à l'heure, mon journaliste du SDF a démontré les limites de cela et ça a mis celui du RDPC mal à l'aise, qu'il a commencé à interrompre. Depuis, je vois ton vocabulaire. La meilleure chose, on ne parle pas comme ça à la télévision. La meilleure chose serait que nous puissions débattre de fond sur la forme de l'État et que les Camerounais le langage d'ordure là, ça vaut pas la peine. Puissent choisir la forme d'État qui les sert et qui permettrait de résoudre le problème des Camerounais, surtout au niveau de la crise anglophone, et apporter le bien-être social aux Camerounais. Merci. Alors, pour sortir justement de ce sujet sur la décentralisation avec vous, alors Diop Poupa, est-ce que vous avez l'impression que les compétences des présidents de région pourraient impacter sur celles des gouverneurs ou il y aura un conflit entre les deux? Quand vous observez le profil de ceux qui ont été choisis, vous remarquez que la plupart sont des anciens administrateurs eux-mêmes. Donc, est-ce qu'ils vont contester leurs collègues, leurs anciens collègues? Je ne pense pas. On peut l'espérer en tout cas au niveau de l'UNDP qui est le seul parti d'opposition aujourd'hui, bon, de la majorité présidentielle, même si on aime bien dire ça, mais qui est autre RDPC, qui peut peut-être proposer une alternative. Mais on verra bien que
il y aura une sorte de jeu en fait entre ces deux institutions et je ne pense pas réellement qu'il y aura une contestation outre mesure parce que ils attendront notamment les instructions qui viennent du chef de l'État qui les a aussi nommés. Donc fondamentalement, ils ne voudront pas commencer donc à contester le représentant du chef de l'État qui est aussi là. Donc il y aura pas fondamentalement un changement. Là, je ne pense pas. D'accord. On va rapidement... Enfin, si vous avez... Excusez-moi, j'ai l'impression que ça... Je parlais du profil, mais je veux aussi remarquer qu'il n'y a aucune femme. Et ce n'est pas seulement le président du conseil régional, mais on va aussi aller au niveau des gouverneurs eux-mêmes, qui eux sont nommés réellement par décret. Et ce choix, on veut nous dire quoi? Que depuis que les NAM existent, il n'y a pas de femme qui peut être gouverneur au Cameroun? Il y a des femmes qui peuvent être ministres, mais ne peuvent pas être gouverneurs? Ça, ce sont des questions qu'il faut soulever. Et en plus, on a des gouverneurs qui ont déjà dépassé l'âge de la retraite. Qu'est-ce qu'on attend? Et il y a des jeunes femmes qui sortent de l'ENAM. Mais ça, elles attendent quoi? Elles n'ont pas de compétences, c'est ça? Je crois qu'il faudra revenir sur ça. D'accord. On va lire quelques messages arrivés au bas des numéros qui s'affichent sur votre petit écran. Bonjour, la charismatique Priscille, prière de dire aux professeurs du RDPC de respecter au moins les téléspectateurs, qu'ils soient moins arrogants, qu'ils arrêtent avec cette barbarie verbale. S'il n'a pas d'argument à faire, voilà, qu'il reste tranquille. C'est via Obama, Emmanuel depuis Akolininga qui nous envoie le message. Participer au développement de son pays sans être capable de pouvoir, mes chers compatriotes, Saïd Ali Sam de Makepe. Je n'ai pas très bien compris le message. Je suis du même avis de ceux qui ne pensent pas comme eux sur les plateaux de télévision. C'est très ahurissant, je crois que c'est ce qu'il veut dire. Ce genre de langage et de comportement sismique, observer toutefois la politique n'est autre qu'un débat d'idées et non une guerre entre personnes de parti. On peut pouvoir être différent et s'entendre. Bonjour le panel, s'il vous plaît. Dans le souci de préservation de l'éthique de nos valeurs morales dans notre chère nation, nous prions encore les représentants de certains partis politiques de l'opposition, en l'occurrence le MRC, de bien vouloir contrôler leur langage. Le message n'a pas été signé. Un autre message arrivé, bonjour, très belle émission. Je voudrais savoir pourquoi Dr Mbema empêche les autres de parler. C'est la première fois que je le vois ainsi sur le plateau. Est-il un allié? Il n'aime pas avancer. Le message n'a pas été signé. On va rapidement prendre le second sujet de cette émission, le deuxième sujet à débat. Et je commence par vous, Eric Pinlap. Eric Pinlap, on parle justement d'un audit qui est lancé donc au ministère de la Santé publique. Et on sait quand même qu'au sein du SDF, le député du SDF, l'honorable Jean-Michel Nindié, plusieurs fois écrit pour décrire la gestion des fonds alloués à la pandémie Covid-19. Et on nous apprend aujourd'hui qu'il y a un audit qui a été ouvert et le ministre de la Santé est dans le viseur. Oui, nous nous réjouissons qu'un audit ait été ouvert dans le cadre de la gestion du Covid, même si nous déplorons le fait que 32 millions de nos francs sont déboursés pour amener les gens qui sont censés faire ce travail à descendre sur le terrain parce que le contrôle supérieur de l'État, le contrôle supérieur de l'État a pour mission justement de contrôler les différentes administrations dans le travail qu'ils font au quotidien et ils ont un personnel dédié à ce travail. Donc il ne faudrait pas profiter du fait qu'on se réjouit du fait que justement l'argent du contribuable doit être utilisé de façon efficiente. N'oublions pas que nous sortons d'une année assez difficile où on a eu un budget rectificatif pour réduire justement notre budget parce que l'État était incapable de collecter en termes d'impôts ce qui était prévu et on a même dû augmenter la dette pour pouvoir couvrir les charges de l'État. Donc ce n'est pas l'occasion de faire des dépenses superflues de mon point de vue et je crois du point de vue du parti parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'on est dans une situation où avec les différentes crises qu'on a, l'État a du mal à mobiliser les ressources, il faudrait qu'on les utilise à bon escient. Maintenant, un audit c'est bien, mais nous attendons que les résultats arrivent le plus tôt possible. Parce que vous savez, au Cameroun, il y a beaucoup de situations où on a lancé des enquêtes, on a lancé des audits, mais on n'a jamais eu de résultats. Mais c'est quand même la première fois que ça soit aussi rapide, hein, Covid-19, gestion de la pandémie, que ça se passe. Est-ce que vous avez l'impression que c'est essentiellement suite
aux différentes explications sorties de l'honorable Jean-Michel Ntieux sur la gestion de la pandémie que cet audit a été mis sur pied? Disons que le poisson était trop gros et certains ont voulu l'avaler sans mâcher. Et c'est ce qui arrive souvent, parce que dans la précipitation, il faut être clair là-dessus. Je vais vous prendre un ou deux cas. Un des cas, c'est qu'on a signé dans le cadre des marchés spéciaux de 50 milliards qu'on a signé en 3 mois. Il y a un marché d'1 milliard et 1,5 milliard et un marché de 5 milliards pour l'achat des kits pour les tests rapides. Et curieusement, quelques mois après, on annonce qu'on doit payer pour les mêmes tests, alors qu'on a acheté des kits pour ces tests. Je vous citerai encore également, dans le cas de ces marchés spéciaux, on a également acheté des kits de dialyse. Sauf que quelques mois après, on a eu des décès dans la région de l'Est, dû au fait que dans ces hôpitaux, on manquait des kits de dialyse. Donc c'est assez interrogé. Justement, je ne vous parlerai pas du riz d'une certaine société de la place, c'est-à-dire les dons en nature. On ne sait pas exactement comment ces dons ont été gérés. Donc il serait important que ce soit fait maintenant. Nous ne pouvons pas dire que c'est seulement le travail de l'honorable Jean-Michel Ntieux. Nous parlerons également des médias qui ont révélé fortement ces soupçons de détournement. Et maintenant, comme on dit, ce sont des soupçons en règle de droit. Tout le monde est présumé innocent jusqu'à ce qu'on découvre s'ils sont coupables ou pas. Maintenant, on lance personne à la vindicte populaire. Nous espérons juste que cet audit va produire ses résultats au plus tôt et qu'on va dépenser au minimum l'argent du contribuable camerounais. Alors, Dr Mbemba, est-ce que vous avez l'impression que les différentes sorties justificatives ou les explications données par le ministère de la Santé publique n'ont pas senti quand ils ont reçu les félicitations de l'Organisation mondiale de la santé quant à la gestion de la pandémie? Est-ce que tout cela n'a pas suffi la présidente de la République pour commander ou exiger un audit de la dépense des fonds alloués à la Covid-19? Moi, je ne trouve pas que c'est un problème. Demander l'audit à quelqu'un à qui on a donné l'argent, ça veut dire de rendre compte, n'est pas un problème. Je pense, parce que moi, je ne pense pas que ça soit très grave. Ce n'est pas grave. C'est dans le fonctionnement normal d'une entreprise de rendre compte. Ici, le ministre de la Santé a eu suffisamment les moyens pour gérer la Covid. Comme il l'a bien fait, parce que aussi nous avons eu les félicitations de l'OMS. Maintenant, on lui demande compte. Ce n'est pas nécessairement dire qu'il en a pioché ou pas. Attendons le résultat de l'audit, c'est l'audit qui nous dira s'il a pioché ou il n'a pas pioché. Mais on doit rendre compte. Ça, c'est pour rendre compte. Moi, je ne pense pas que c'est un problème. Ce n'est pas un problème. Demander l'audit, faire l'audit à quelqu'un qui a géré l'argent, ça fait partie d'un fonctionnement normal de la gestion. Moi, je ne trouve pas que c'est un problème, parce que les gens sont déjà en train de penser que, comme on a demandé l'audit au ministère de la Santé publique, qui a eu beaucoup de moyens pour gérer la Covid, c'est un problème de détournement. Non, attendons le résultat. Pour dire maintenant que s'il a distrait les sommes ou pas, non, nous n'allons pas vite en besoin. Attendons le résultat, l'audit nous dira si effectivement ça a été mal géré ou bien ça a été bien géré. Mais moi je pense que le résultat déjà nous montre que cela a été bien fait. Parce que nous avons eu les félicitations. On a demandé aux pays européens et aux autres de prendre l'exemple du Cameroun. Ça veut dire que tous les moyens que le ministre de la Santé publique a eu, il les a utilisés à bon escient pour qu'il n'y ait pas de situation gravissime au Cameroun. Nous nous sommes en sortie, tout le monde a dit oui. Vous voyez aujourd'hui, quand ça reprend... Est-ce que la félicitation n'avait pas à voir avec la gestion des malades et non la gestion des fonds? Mais la gestion des malades, effectivement, Priscilla. On a quand même vu que le taux de guérison a augmenté, le taux d'infection a diminué, mais là on parle des gestions financières. Oui, mais c'est ça qui fait, ce sont les finances qui font que ça soit bien géré. Si vous ne gérez pas bien, ce sont ces finances qui ont permis qu'il y ait moins de décès, qu'il y ait plus de guérison, qu'il y ait... une campagne de sensibilisation sur le terrain. Tout à fait. Vous avez vu, tel qu'on avait dit au départ, les Européens nous ont fait croire que dès que la Covid-19 arrive en Afrique, au Cameroun, nous serons tous finis. Nous avons pris le taureau par les cornes. Nous avons commencé à immobiliser les stades qui étaient prévus. Tout ça, c'est les moyens qui sont mis en jeu, qui ont été utilisés. Faire d'un stade un hôpital, faire un magasin, tout cela a fait partie de là. Donc nous allons attendre. Le ministre n'a pas, dans tous les cas, il a intérêt à rendre compte
Et l'audit va peut-être de mettre un point final à cette histoire qui peut-être peut devenir comme un acharnement. Parce que on pourra le dire, mais moi je ne le dis pas comme ça. Moi je dis, le ministre va rendre compte, les experts en audit vont nous donner le résultat de l'audit. Et moi je pense que ça sera sans problème, on ne trouvera rien. Parce que nous autres, nous avons vu là où on a mis de l'argent. On a vu là où on a mis de l'argent. Faire un stade, un hôpital, ce n'est pas évident. Et en combien de temps? Parce que quand les gens disent qu'il y a eu des gré à gré, on était en situation d'urgence. Et en situation d'urgence, il y a la méthode d'urgence qui se passe. Donc les gré à gré sont permis. Donc le ministre va rendre compte. Et puis moi, je ne vais pas aller vite en besogne. Je dis, j'attends les résultats de l'audit. Quand ces résultats seront là, nous aurons à commenter un peu plus. Alors, Alain Guépi, est-ce que vous êtes du même avis que le docteur Mbema qui déclare que l'audit c'est normal, que la gestion de la pandémie par le ministre de Santé, Mananda Malachi, ainsi que son département ministériel ne doit se faire aucun reproche? Gestion de la pandémie, régression des malades, régression aussi de la maladie sur le sol camerounais. Non, écoutez, d'abord pour l'audit, c'est une bonne chose. Hein, que déjà, l'ordre gouvernant pense déjà à auditer lorsque il y a soupçon de détournement de fonds. Hein, c'est une bonne chose qu'il faut apprécier qu'on a régressé là. Mais il faut aussi reconnaître que nous aurons aimé qu'il y ait aussi l'audit concernant la canne marquée de 2019. Il n'y a pas eu d'audit, alors qu'on parle de plus de 2 milliards de francs pas détournés. Donc, c'est bien beau qu'on va faire l'audit sur la COVID-19, c'est loi. Mais cependant, est-ce que cet audit-là aussi ne vise pas à faire la guerre, hein, si nous n'estons pas là à une guerre de clans interministériels? Qui sont les clans? Ils se reconnaissent très bien dans leur gouvernement. Ils savent très bien que le bateau Cameroun n'a plus de photo qui tient le navire. Il y a une photo de pas tenir le navire. Donc voilà, ils sont là dans leur... Ça veut dire quoi concrètement? Interpréter comme vous voulez. Non, mais on a la télé. On n'est pas ici pour faire des discours compliqués. Il faut parler pour tout le monde, que l'image a fait pour la photo, a fait quoi? C'est étant dit. Et il est libre. Il serait donc intéressant qu'on mène aussi des audits ailleurs, concernant la canne, où plus de 2 milliards de francs CFA ont été détournés. Il faudrait qu'on mène même un audit général sur notre situation financière depuis 1982, parce que nous avons une KBJ financière qui se fait au Cameroun. Et quand on vient nous parler sur le titre de conscience COVID-19, le Cameroun aujourd'hui a plus de 25 000 cas. Hein, qu'est-ce qui va nous intéresser actuellement? C'est-à-dire qu'il faudrait penser à relancer la campagne de sensibilisation pour lutter contre la COVID-19. Je crois que l'État camerounais aurait mieux à faire, et il faut aussi apprécier les efforts qui ont été fournis de part et d'autre, et surtout saluer le dynamisme du peuple camerounais, parce que si on n'a pas eu l'escatombe prédit par les pays occidentaux au Cameroun face à la COVID-19, c'est parce que les Camerounais ont une alimentation assez saine, ils mangent bio, nous avons tout ce qu'ils consommons. Ce n'est pas dû au fait de l'aide gouvernementale qui nous avait remis 300 francs chaque Camerounais lorsqu'il fallait combattre la COVID-19. Non, ce sont ces populations-là qui sont battues. Il faut dire un grand merci à nos naturaux. Il faut aussi remercier les MRC qui ont participé. Vous oubliez ce que vous avez aussi fait. Il faut dire merci à nos praticiens. Tellement on est des positions, même si on attend encore le MSA pour les téléphones. Il ne veut pas évoquer ça. Bien sûr. Il y a un grand merci particulier aux citoyens quand tu as mis sur les et également un grand merci au président Kendokoka qui a fait pour une gestion exemplaire. Je sais qu'il y a des rumeurs. Maintenant c'est les rumeurs, quand c'est les autres c'est les rumeurs. Permettez-moi, au même titre. Alain Guépi, si l'audit est une bonne chose pour le ministère de la Santé, est-ce qu'on a mis sur bien sûr, je tiens donc à dire que le résultat était attendu le 26. Permettez-moi s'il vous plaît, permettez-moi, vous me permettez? Oui, vous me permettez. Permettez-moi. Je tiens à faire comprendre tout ce qui est même titre que j'ai salué l'audit engagé par le Cameroun pour la gestion de la COVID-19 par le ministère de la Santé.
C'est ce qu'on demande à la bonne gouvernance, au même titre aussi que je loue l'audit engagé par le MRC. M. Ben Kamto, qui à l'initiative de Suivi Cameroun, a demandé qu'il y ait un audit sur la gestion de Suivi Cameroun, notamment sur la branche européenne. Nous attendons le résultat de cet audit-là. On ne va pas commencer à entrer dans les guerres inutiles. Il faut reconnaître que l'action de Suivi Cameroun a permis de sauver des vies camerounaises. Et quand vous avez vous chutez madame, vous avez donc... Non, c'est que tu vas attaquer, moi je ne vais pas attaquer. Comme des partis d'opposition qui veulent faire de Suivi Cameroun l'élément essentiel de la crise contre la lutte. De la crise contre la pandémie, qu'on appelle. Je dis que ce n'est pas important parce que Suivi Cameroun est une initiative citoyenne. Les Camerounais sont venus du tout de la diaspora, ils ont mis l'argent. Cet argent a apporté les résultats. Cet argent a sauvé des vies. Par contre, ce que nous reprochons à l'État du Cameroun, c'est que le ministère de la Santé gère les biens publics de toute une nation. Mais c'est une guépille. Il faut savoir que quand l'argent est connecté, ça devient l'argent public. Cela étant dit, c'est pas possible ça. L'art d'être hors sujet, de déplacer la gestion parce qu'on parle de Covid de Suivi Cameroun par les partis politiques afin d'accuser les partis politiques d'opposition pour des guerres politiques inutiles n'est pas choisi. On rebondit sur le cas de Suivi Cameroun, puisqu'on parle d'audit, vous savez, c'est une bonne chose, puisqu'on attendait les résolutions de cet audit ce 26 décembre 2020. D'audit en audit, on peut quand même en parler. Non, justement, il est question, parce que ce qu'il faut noter, et malheureusement, c'est que le Covid a été aussi bien pour les gouvernants que pour les citoyens lambda, une source d'enrichissement. Parce que M. Nguepi parlait de l'audit que M. Kamto a commandité. Il était attendu, les résultats étaient attendus hier. Je ne sais pas si ces résultats existent. Et il faut noter que pour ce qu'ils ont appelé la branche euro, ils ont pris un délinquant financier pour mettre dans la gestion de l'argent collecté. Parce qu'en réalité, M. Djoko a écrit un courrier au début de l'initiative pour dire qu'il n'est pas membre de l'initiative. Et si vous prenez l'organigramme de l'initiative, M. Djoko n'est nulle part dans l'organigramme. Et c'est lui qui est indexé dans le cadre du prétendu détournement de près de 400 000 pas. Il faut le préciser. Et malheureusement, l'audit se fait seulement sur la partie euro parce que c'était disponible, c'était de la collecte en ligne. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à un moment donné à près d'1 million d'euros. Et après, on a dit qu'on a dépensé 600 000. 1 million d'euros en francs CFA, 650 millions de francs CFA. Justement, ils ont dépensé environ 600 000 euros et il devrait rester 400 000 euros. Et il semblerait que M. Djoko, seul, aurait détourné 300 000 euros. Donc, on se retrouve dans le compte environ 100 000 euros. Donc, il est important que les Camerounais comprennent parce que lorsque je le dis, c'est pas parce que je suis l'opposant de l'opposition, comme vont dire les amis de M. Nguepi, c'est juste que dans la logique de la gestion des fonds publics, lorsqu'on demande aux Camerounais de contribuer, l'État prend nos impôts, il y a des Camerounais qui ont contribué dans le cadre de cette initiative. Et il est important que cet argent soit géré de façon optimale parce que justement, M. Kamto disait qu'il est question de clôturer les comptes de Survival cette année pour pouvoir, s'il y a d'autres ressources, on pourra les affecter à autre chose. Ce serait bien qu'on ait le résultat de cet audit parce que ça décrédibilise l'ensemble de l'opposition lorsqu'on a des partis d'opposition parce que il n'y a pas que le MRC qui l'a fait. Je crois qu'il y a certains députés de certains partis politiques qui ont aussi fait appel aux contributions des populations. Ce serait bien que lorsqu'on a fait appel aux contributions des populations, on puisse venir les rendre compte après. C'est ça la logique de la comptabilité. C'est ça, rendre compte aux personnes à qui on a pris de l'argent pour faire un travail. Et justement, lorsque nous demandons à l'État du Cameroun, et notamment au ministère de la Santé, de rendre compte aux Camerounais, c'est parce que nous nous rendons compte qu'en réalité, il vous prend un cas, je crois M. Manaouda avait justifié un 20 milliards au début, et il y avait près de 200 millions pour la communication. Je ne sais pas si LTM a reçu sa part dans les 200 millions qui étaient prévus pour la communication, parce que je ne sais pas. Pardon? Tu fais appel à LTM? Non, je ne fais pas appel à LTM. Je dis juste que dans l'argent qui est sorti, on a prévu de l'argent pour la communication. Je ne sais pas si vous avez reçu, vous avez peut-être discuté avec votre boss pour savoir. Maintenant, il y a le cas de la CAN. Sincèrement, je me suis fait fouetter. Là, je le dis, le 23 janvier 2019. Avec l'honorable Nietzsche, nous avons demandé une commission d'enquête parlementaire au niveau de l'Assemblée qui n'a jamais eu lieu. Et le 23 février, nous avons décidé de marcher
pour demander cette commission d'enquête parlementaire pour qu'on audite les comptes de la CAN. Et je me suis fait fouetter, j'ai eu mal une semaine, monsieur Mbema, parce que quand vous ça fait partie du combat. Ça fait partie du combat. Si tu es un combattant, tu dois avoir le C'est-à-dire, c'est juste pour faire comprendre qu'en réalité, lorsqu'on parle d'audit, lorsqu'on parle de rendre compte, ce n'est pas dans l'ADN du RDPC. Au contraire, lorsqu'on demande l'audit, moi je suis surpris sincèrement que finalement on ait fait l'audit des fonds Covid. Parce que je me suis fait fouetter. Mais tu vas être content parce que après le... C'est le secrétaire général de la présidence, si je ne me trompe pas. Donc ce que je disais, c'est que au niveau de la CAN, il sera aussi important et qu'on fasse les vestiaires et tout ce qui est comme parking à 11 milliards, alors que le stade lui-même a coûté près de 60 milliards. Je ne sais pas quel est le parking. J'y étais que également au niveau de la CAN, qu'un audit soit fait sur les différents chantiers, parce que c'est près de 2000 milliards de nos francs qui ont été utilisés dans ce cadre. Ça va venir. Anas Guépé, vous sortez. Oui, je vais dire, pour éclairer l'ensemble de ce que je suis, effectivement, M. Ducot ne fait pas partie de Suivi Cameroun, c'est le régional Europe du MRC. Et comme c'est le citoyen qui a lancé l'initiative, donc c'est donc lui qui était en charge de retransmettre des fonds collectés à Suivi Cameroun. Et comme il y a une suspicion le concernant. Une suspicion, oui. Le concernant sur cette transmission de fonds, le citoyen Camto a demandé qu'une audit puisse être faite. Permettez-moi s'il vous plaît, pas du citoyen Camto, qu'une audit puisse être faite. L'audit a été faite. Maintenant, il faut rappeler que les sommes collectées il y a un courrier de M. Djoko qui dit qu'il n'est ni associé, ni de près, ni de loin à l'initiative Suivi Cameroun. Il y a un courrier je vous ai expliqué déjà. Dès le début de l'initiative, on a attiré l'attention du MRC sur le fait que c'est un délinquant financier. Et même il a écrit un courrier pour le dire. On ne va pas entrer ce ping-pong là. C'est pas du ping-pong. Permettez-moi, vous avez déjà dit cela. Donc l'audit ne peut pas être à la fin. On vous a suivi. C'est ce dont madame parlait tout à l'heure. On connaît le problème. On ne peut pas avoir un problème et on vient. C'est le bouc émissaire que vous avez choisi. Monsieur Nguépi, il y a 30 secondes que je ne parlais pas de l'audit du MRC. On a juste fait une sorte de transition. Allez-y. Je dis, il n'est pas dans le circuit de Suivi Cameroun, juste qu'en tant que régional MRCRO, il y a des militants qui ont cotisé et c'est normal que ça transparaisse là. Alors c'est celui qui chef, c'est un point pour transmettre l'argent à Suivi Cameroun, tout simplement. Maintenant, tel que l'argent a été collecté, c'est pas le bien de la monnaie électronique, c'est-à-dire que quelqu'un vous fait un virement dans un compte et le compteur peut marquer que le paiement est arrivé aujourd'hui. Vous comprenez un peu. Mais cependant, le compteur marque que l'argent est reçu, mais cependant, le gouvernement prend 48 heures. Mais 48 heures plus tard, ce paiement peut être annulé. Donc il y a déjà ce problème-là. Et ceux qui sont les start-upers connaissent très bien de quoi je parle. Donc on ne va pas l'audit du Suivi Cameroun, quand on commence à parler du développement de fonds au niveau de l'Europe. Je ne pense pas que ça ait eu lieu, on attend les résultats, mais je dis très bien, madame Priscille, quand on fait un virement de votre compte pour notre compte, vous comprenez un peu. L'autre côté, il reçoit le message par l'application qui a été mise sur pied que le virement a été effectué. Mais cependant, la banque n'a pas encore reçu les fonds. C'est peut donc avérer que vous annulez le virement. Et du coup, l'application ne sera pas comme cela. Maintenant, si c'est sans dire, il faudrait qu'on soit clair sur quelque chose. C'est que. On va passer l'émission dessus en même temps. On ne va pas passer l'émission dessus en même temps. C'est difficile, c'est dur. Monsieur le l'argent qui m'énerve. J'ai les frères qui ont cotisé dedans. On parle d'audit au Vous avez dit, on a compris, il y a audit, ça va, on passe. le cas de Suivi Cameroun, mais le sujet reste bien le suivi. On a très bien compris. On a compris. Non, on a compris. Ça va. On a compris, ça va. Alors, Dior, pour passer la question finalement, est-ce que l'audit qui a été mis sur pied ou commandité par la présidente de la République doit finalement être publié? Les résolutions de cet audit doivent être rendues publiques? Naturellement, nous sommes à l'ère des audits et on doit aussi remercier déjà la pression que font les parlementaires au niveau du Parlement camerounais pour justement que les choses soient assez claires. Et on peut être satisfait du fait qu'aujourd'hui, cet audit n'ait pas pris plus de temps que prévu, parce qu'on connaît souvent les audits qui arrivent 5 ans plus tard. Voilà. Donc maintenant, autant il faut remercier
les parlementaires. Autant il faut aussi remercier les blogueurs qui ont commencé à parler de l'audit justement de suivi Cameroun. Donc on est dans une ère c'est vrai que on va un peu leur taper dessus, mais c'est normal. Si on aspire à gouverner ce pays, il faut qu'on fasse preuve d'un certain nombre On prêche par l'exemple. Exactement, tout simplement en fait. C'est le minimum syndical et donc il est tout à fait logique que cela passe dans ce sens-là. Mais moi je voulais soulever un autre aspect. Je l'ai remarqué avec l'expression du docteur Bima. La façon joviale avec laquelle il nous dit on est sorti de la crise. C'est ça qui, moi, me gêne et m'attriste un peu. Parce que on vient de sortir d'une pandémie où on a des pays qui ont investi des milliards dans la recherche scientifique pour trouver un remède. Et les gens sont en train de dire qu'en Afrique, on s'en est bien sorti, mais il n'y a aucun protocole sanitaire à proposer au monde. Voilà un aspect où on aurait pu vraiment faire la différence. Quel est le protocole sanitaire? Qu'est-ce qu'on a proposé comme recherche scientifique? Voilà nos chercheurs qui sont dans un état de pauvreté avancée. Et on a là une maladie qui, à l'occasion, on voit des pays sortir pratiquement 20 milliards sur la recherche scientifique. Et nous, au Cameroun, non seulement c'est un ministère mal loti, mais on a les ministères qui nous proposent les FIPANGRAS comme solution pour sortir d'une pandémie mondiale. Mais quelle est la réponse du Cameroun? Quel est le protocole qu'on a sorti? Qu'est-ce qu'on a proposé au monde? On est juste là. Oui, on est sorti de la maladie. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Et c'est justement cette attitude-là qui moi montre, c'est qu'on a des gens qui sont toujours contents de sortir indemnes des situations sans véritablement prendre les leçons. Où est-ce qu'ils ont fauté? Proposer quelque chose, parce qu'il faut avoir un aspect, c'est une maladie, donc il faut une solution scientifique à un problème scientifique. Mais vous nous dites que les solutions locales qu'on a trouvées, c'était des solutions qu'on a trouvées comme ça là, mais finalement, quel est donc le protocole qu'on a trouvé? Si au demain on a une autre pandémie, on réagit comment? C'est quoi le protocole? On va encore commencer à faire de la mascarade. C'est ça le souci. On n'a pas une méthode de travail suffisamment intéressante et poignante pour faire changer les choses, pour qu'aujourd'hui le Cameroun, on aspire à être une nation émergente. Mais l'émergence, c'est quoi concrètement? C'est quoi quand on parle d'émergence? C'est pas simplement venir et dire on est sorti de la pauvreté, aller à une autre forme de pauvreté. Non. Mais c'est ce qu'on propose au monde. Voilà que nous sommes sortis de cette crise. Qu'est-ce qu'on a bénéficié? À part qu'on a moins de morts que les autres. L'Afrique a moins de morts que les autres. C'est vrai. Mais qu'est-ce que l'Afrique a proposé au monde? Maintenant, bientôt, on va nous sortir qu'il faut aller se vacciner. On se vaccine sur quoi? C'est quoi? Bon, peut-être non, on va utiliser notre FIPANGRAS, ça va. Qui est déjà quelque chose. Voilà. On a proposé pour le sida. Vous avez su les résultats qui sont après. C'est le FIPANGRAS. Pour le sida, on en a proposé, non? Non, sauf que au niveau du C'est sida. pas la méthode. Non, au niveau du C'est pas sida, la méthode. le docteur Anomangu a été abandonné à lui-même. Il faut aussi se dire les choses. On a le Centre international de recherche. Je voulais seulement dire que... Non, c'est juste pour dire que l'État du Cameroun, si l'État du Cameroun avait soutenu le docteur Anomangu dans le cadre de sa recherche, justement son travail aurait été dupliqué, aurait été mieux fait. On a quand même le ministre de la Santé publique à aller encourager Monseigneur Cléda avec... Oui, quel est le On ne trouve pas de remède. On ne trouve pas de remède avec les encouragements. Quel est le résultat? C'est quoi le suivi? C'est que nous ne sommes pas malades. C'est ça le résultat. Non, faudrait aussi... Ça n'a rien à voir. Scientifiquement, la grippe... Disant l'autre jour que il entend dire que les gens sont encore en train de souffrir de cette maladie alors que le remède pullule encore chez lui. Il faut que les gens passent chercher, même pour rien. Mais vous parlez de quoi? Ok. Donc vous dites que c'est que le conseil de la ce n'est pas de la recherche? Non. Prenons le cas de Madagascar par exemple. C'est l'État qui donne ce caractère. Mais l'État a encouragé Comment l'encadrant. l'encadrement se fait comment? Allez demander à Monseigneur Cléda s'il n'est pas. Mais finalement, on demande... Docteur Mbema, je vous en prie que je vous relance. On aurait voulu par exemple comprendre le cas de Madagascar qui a monté toute une industrie pour la fabrication du remède contre la COVID-19. Il y a des vaccinations qui ont été faites dans tous les quartiers, les villages, de maison par maison. On a vu des reportages là-dessus
où on exigeait aux gens de prendre des médicaments. D'ailleurs, des comprimés même, sur le volet scientifique, sont sortis pour combattre la Covid-19. Oui. Peut-être on s'attendait à la même chose que l'État du Oui, Cameroun. mais on ne peut pas, on n'est pas Madagascar. Chez nous aussi, nous sommes en train d'étudier. Hein, c'est dans le laboratoire. Il faut aller au ministère de la Recherche scientifique. Vous allez voir la quantité de travail qui est fait là-bas en ce moment. Ce n'est pas encore publié parce que nous, on ne va pas très vite en besoin. Ce qui est fait dans le laboratoire doit être vérifié pour être publié. C'est ça le problème. Donc ne dites pas que les gens ne sont pas très tard. Si vous vous rapprochez du ministère de la Recherche scientifique, vous allez vous rendre compte que Madame la ministre est en train de faire un travail et elle a eu les moyens pour le faire, elle est en train de le faire. Donc attendons un peu le temps que cela puisse arriver. Mais entre-temps, nous avons ceux qui gèrent immédiatement la maladie, qui est là, avec Monseigneur Cléda. Rapprochez-vous de lui, il va vous dire si l'État ne l'a pas encadré suffisamment pour qu'il puisse déjà même comment dire, conditionner son produit. Oui. Ne le dites pas comme qu'on ne soit pas seulement en train de dire cela. Ce n'est pas par la prière que nous ne sommes pas. Nous n'avons pas trop de morts, c'est pas par la prière. Non, il y a aussi que nous consommons. Non, on ne peut pas seulement ou bien à votre vitesse. Nous sommes dans cette logique, mais la vitesse ne peut pas être la même. La vitesse ne peut pas être la même parce que vous n'êtes pas aux affaires. Quand vous serez aux affaires, vous allez comprendre que ce n'est pas aussi évident comment on parle, comment on peut faire la pratique. Ça ne peut pas être la même chose. Donc, soyons un peu indulgents. Non, c'est pour nous souhaitons que vous soyez au pouvoir et que on puisse aussi voir ce que vous allez faire. Mais comme ça ne se donne pas, ça ne va pas se donner. Aussi, vous allez mériter le pouvoir. En ce moment, en réussissant déjà à faire l'unanimité dans tout le pays, on ne peut pas avoir le pouvoir. Peut-être vous allez commencer par les régions, parce que maintenant vous pouvez être président d'une région et gérer par exemple une région et montrer que vous pouviez peut-être gérer toute la nation. Mais pour le moment, nous avons des difficultés. Donc, le pouvoir ne se gère pas facilement comme les gens le pensent. Quand quelqu'un vient, il se met à parler. La parole, c'est une chose et l'action, c'est une autre chose. Et il y a des contingences qui entrent en jeu et qui peuvent faire qu'il y ait des blocus de temps à autre ou bien un ralentissement. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas pensé ou bien ça n'est pas fait. Tout ça est en chantier. C'est ce que je voulais dire. En chantier depuis 30 ans. Ok, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui que la parole, c'est une chose et l'action, c'est autre chose. On sait où est passé le DSE, on sait où est passé... Le DSE a eu son temps. Monsieur Marcel, c'était censé finir en 2030. On est passé à autre chose. Avant 2035. Oui. Ils ont maintenant le SND. Donc ce que je tiens à dire par rapport au Covid, c'est déjà que contrairement à ce qu'on croit, le Cameroun est un cancre en Afrique. C'est-à-dire que de façon globale, oui. Lorsqu'on regarde les chiffres du Cameroun... Non, je ne suis pas dur. Prenez les chiffres du Cameroun, vous les comparez au Sénégal, ne les comparez pas à la France, ne les comparez pas aux États-Unis. Comparez-le aux autres pays africains. Nous sommes parmi les cancres d'Afrique. Donc, en termes... Oui. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, c'est la structure de notre population qui nous aide. Les statistiques sont claires. Plus de 90% de ceux qui décèdent de Covid ont plus de 60 ans. Or, les plus de 60 ans, lorsqu'on prend la structure de notre population, c'est moins de 5%. Donc, il y a de fortes chances que nous, on n'ait pas... En tout cas, c'est l'une des raisons qui explique le fait qu'on n'ait pas la maladie. Maintenant, tout à l'heure, il parlait beaucoup de Monseigneur Cléda. Je ne sais pas si lorsque j'arrive à la Quintigny aujourd'hui, il y a un centre de traitement. Je ne sais pas si là-bas on administre le traitement de Monseigneur Cléda aux patients. J'en doute. Parce que lorsque j'ai vu les protocoles que le ministère de la Santé a sortis, il n'y avait pas au médicament du docteur Cléda. Si vous arrivez... C'est dans les hôpitaux catholiques. C'est dans les hôpitaux... Non, s'il vous plaît. J'ai bien. C'est dans les hôpitaux catholiques qu'on retrouve le traitement de Monseigneur Cléda. Dans les hôpitaux classiques, c'est tout sauf la médecine traditionnelle qu'on utilise là-bas. Donc, il est important, et justement, c'est important de le relever, c'est que on a l'habitude, en tout cas, lorsque j'enseignais, il y a eu l'habitude de dire à mes apprenants, un singe qui imite les grimaces d'un autre singe sera toujours en retard de moins un geste. On avait là l'opportunité d'être en avance sur les autres. Parce que quand vous imaginez combien on dépense pour l'importation des médicaments au Cameroun, on est autour de 60 à 80 milliards
de médicaments que nous importons chaque année. Et ce sont les grandes firmes-là qui s'enrichissent. Alors que justement, il y a des possibilités de faire des recherches dans le cadre du paludisme, il y a des possibilités de faire des recherches dans le cadre du corona, il y a des possibilités de faire des recherches sur beaucoup de choses. Je tiens à vous dire que je suis dans un quartier où il y a une industrie pharmaceutique qui se meurt, c'est Sinpharm. C'est-à-dire que c'est un montage financier où on a fait venir un certain nombre de personnes. Il y a des banques qui ont investi de l'argent et ils ont commencé à produire des médicaments, sauf que le temps qu'on a mis pour leur donner les certifications ici, les certifications ici, les certifications, on s'est retrouvé avec un médicament périmé et actuellement, l'entreprise ne tourne pas. Or, c'était une solution pour pouvoir limiter notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Tous les jours, on dit Made in Cameroun. Vous croyez que Made in Cameroun viendra d'où? On se plaint qu'on n'a pas des emplois. Vous croyez qu'on va trouver des emplois ou si nous-mêmes on ne crée rien? Il est important que, justement, c'était une opportunité de lancer notre recherche. Il est important que la recherche, et on investisse vraiment dans la recherche au Cameroun. Ce n'est pas un peu investi. Déjà pour votre mot de force, avec vous. Oui, je voulais rebondir sur ces propos en disant vraiment, quand le docteur Raoul a dit à Marseille que la chloroquine soigne, directement vous avez votre ministre de la Santé qui a dit nous on utilise la chloroquine dans le protocole sanitaire. Mais on n'a pas vu la même promptitude quand le monseigneur Cléda lui-même il a dit que mon truc soigne. Donc vous voyez, et pourtant le docteur Raoul aujourd'hui, il y a le conseil des médecins qui est en train de lui porter plainte sur ses déclarations parce qu'effectivement on estime que la chloroquine n'est pas certain dans... Il y a des effets secondaires. Voilà. Donc on est face à une réaction quand même un peu contradictoire. Quand c'est quelqu'un qui parle là-bas, vite, on agit. Mais quand c'est notre frère et c'est là, bon, on dit que bon, quand même, est-ce que ça soigne vraiment? Il y a véritablement un doute. C'est un peu dommage un peu de voir, de remarquer cela. Mais c'est vraiment, c'est une habitude en fait. On comprend. Non, on comprend. Allez, oui, il faut dire que concernant ce cas de la COVID-19, il aurait été intéressant que l'État puisse véritablement investir dans la pharmaceutique parce que Dr Cléda, tous ces gens-là qui nous ont aidés à combattre la COVID-19, ils se sont déployés énormément d'efforts. Malheureusement, ils ne sont pas encadrés. Il n'y a pas un système financier, il n'y a pas un système d'aide qui permet à ces gens de mieux se voir, d'avoir des protocoles qui puissent être certifiés et permettre que leur recherche puisse faire valoir au niveau international. Donc, il serait intéressant que nous puissions à cela. Et je tiens aussi à dire qu'au sortir de toute pandémie, dans les États qui se respectent, il y a aussi l'aspect économique qui aurait pu être exploité. Le Cameroun a commencé, nous avons des entreprises qui ont commencé à produire du gel hydroalcoolique. Le Cameroun, par exemple, pour la COVID-19, on aurait pu financer plusieurs entreprises, avoir plusieurs entreprises qui devraient produire déjà ce gel hydroalcoolique et le revendre, l'exporter vers des pays et qui produit ça au Cameroun? S'il vous plaît. Non, ne dites pas n'importe quoi. Qui produit ça au Cameroun? Qui produit ce liquide au Cameroun? Biopharm a produit, l'université doit la produire. Vous voulez que ce n'est pas Cameroun? Vous voulez que si tout ça... Et ce n'est pas Cameroun? Ce n'est pas le Cameroun? Je suis en train de dire. Ça ne sait pas si c'est à l'université de l'unité. Dans les stratégies. Ce n'est pas le Cameroun? Dans les stratégies commerciales. On vient parler de n'importe quoi à la télé, c'est pas possible ça. Dans les stratégies commerciales, non. Camerounaise. Le Cameroun aurait pu accentuer sur la production de ces éléments-là, des gels hydroalcooliques, et permettre une exportation pour des pays, pour des contrées qui n'en produisent pas non pas assez. C'est-à-dire que le gel hydroalcoolique au Cameroun coûte encore extrêmement cher par rapport au niveau des Camerounais moyens qui est de 36 000 francs CFA. Donc le Cameroun aurait pu est-ce qu'il a acheté la vision économique. Il veut le FIPANGA, ce n'est pas le Cameroun aurait pu sur la vision économique accentuer la production. Cela aurait été un élément d'exportation du savoir-faire camerounais. Le Cameroun aurait aussi pu accentuer sur l'industrie pharmaceutique. On a plusieurs autres éléments, comme par exemple au niveau de la pharmacopée. Parce qu'en fait, tous les États sont en train de voir comment est-ce qu'on fait pour rentabiliser la COVID-19. Comment est-ce qu'on fait pour industrialiser tous les protocoles, tous les médicaments qui entrent dans la mise en place de la COVID-19. Le Cameroun, malheureusement, a raté ça et c'est bien comme Madame a eu à préciser. Donc, nous aurions aimé justement qu'il y ait un accompagnement réel au niveau de la recherche
pharmaceutique camerounaise, qui est une véritable production des gels hydroalcooliques que nous sommes capables de l'exporter en très bonne quantité vers les pays voisins, qu'on ne se limite pas à produire quelques gels qu'on dit on produit dans telle zone et qui coûte extrêmement cher. On aurait pu amener à ce qu'un gel puisse coûter 500 francs en faisant une production massive. Cela participe à l'économie du Cameroun. Alors, merci de votre réaction. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On va mettre un thème à cette émission. Merci à la représentante du PCN, Diop Popa. Merci d'avoir été sur le plateau de Politiquement Incorrect. Oui, merci de m'avoir invité. Et je tiens en passant à relancer, janvier arrive, le mouvement 11 millions relance ses activités sur les inscriptions sur les listes électorales. C'est notre priorité de 2021. Et c'est vraiment parce que nous avons pour objectif de prendre le pouvoir. Ça, rassurez-vous, on va le faire. C'est un défi qui est lancé au docteur Mbema. Alors, merci à vous, Alex Dépi, d'avoir répondu présent à notre invitation. Oui, merci, et je réitère que les gens doivent essayer de rendre visite à la prison par rapport aux tortures qui se font de ce côté-là. Et j'invite justement M. Bema et le président du LDPC, pas la photo, à se faire administrer un vaccin, le vaccin contre la COVID-19 avant que le vaccin ne soit administré. Donc, j'invite votre président, je dis pas la photo, à recevoir son vaccin à mon décision avant que les Camerounais ne puissent recevoir ces vaccins. Parce que ce qu'on dit aux Camerounais, c'est qu'actuellement, il y a une campagne de vaccination pour la COVID-19 qui sera lancée par le ministère de la Santé. Il serait intéressant que le chef de l'État, en premier lieu, reçoive ce vaccin-là avant qu'on ne... Ah, là, maintenant, le chef de l'État. Non, c'est mieux que ce soit Chanto. D'abord, lui qui le reçoit. Merci d'avoir été sur le plateau de Politiquement Incorrect. Merci pour votre réaction, votre promptitude et félicitations encore pour ce dimanche. Merci, et je ne pourrais pas quitter votre émission sans dire une chose que j'ai omise lorsqu'on parlait des régionales. Il est important de noter que le RDPC est en train de vouloir créer une nouvelle crise dans le monde, avec le fait qu'ils ont décidé d'exclure l'UDC du bureau du conseil régional. Et quand cette crise va imploser, j'espère qu'ils ne viendront pas sur les plateaux nous expliquer les choses qui n'ont pas de sens, parce que justement on règle les problèmes à la base, à la racine. Vous ne pouvez pas, dans un conseil où l'UDC est la deuxième force politique avec 25% des conseillers régionaux, venir les exclure de la gestion de la région. Donc il est important que M. Mbema et le RDPC comprennent que les crises justement sont liées au fait qu'ils sont arrogants et ils ne tiennent pas compte de la volonté des populations à la base. Monsieur Mbema Marcela, merci d'avoir été sur le plateau. Vous d'ailleurs, vous avez le maillot de l'indiscipline pour ce dimanche. Merci d'avoir été là. On espère que vous serez là les prochaines fois. Chaque fois que je serai envoyé par mon parti, je viendrai. Je dis seulement félicitations à Pinlam qui n'a pas allé aux élections et maintenant il est devenu le défenseur de l'UNDP qui ne s'en plaint même pas. Ah bon? Donc merci pour votre invitation. Je dis il faut aller aux élections. La politique, ce n'est pas sur les plateaux de télévision. Nous allons gérer pendant les 5 ans en déplaise. Quand les Camerounais sont en train de mourir au Nozo, vous en faites gérer. Je croyais que vous avez aussi avec Gépi, c'est plus votre parole, vous avez votre... Allez-y. Je disais qu'un Gépi souffre. Et il va souffrir comme ça. Rappelez que vos conseillers sont à Yaoundé. Vous n'allez pas faire cette comédie jusqu'à la fin. Vos conseillers sont à Yaoundé. Leurs conseillers régionaux sont à Yaoundé. On est en train de terminer l'émission. Docteur Mbema, merci d'avoir été là. Je pense que maintenant il a repris mon maillot d'indiscipline et à lui de lui. Il est votre adjoint dans tous les cas. Non, je dis merci. C'est toujours un plaisir de venir partager. C'était un débat d'idées. Ce n'est pas. Nous sommes des inimitiés. Ce n'est pas une question d'inimitié. Ça dépend du vocabulaire. Et puis il n'a pas un bon vocabulaire. Il peut parler de n'importe quoi sans savoir ce qu'il dit. Merci. C'est ça mes excuses pour me répéter. Merci à vous tous que vous avez suivi à la maison. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Je vous l'ai dit, dimanche, ça sera une spéciale émission bilan 2020, secteur économique, santé.